Dans le balado cette semaine, on fait du théâtre, on séjourne sur une île et on sort de la grande noirceur. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! Tu m'as désarçonné. Ah oui? Parce que tu dis toujours cette semaine dans le balado, puis là t'as dit dans le balado cette semaine. Ah, puis bon. ça fait genre, je me souviens plus, on est à genre 160 épisodes, puis je suis comme, mais c'est Puis c'est niaiseux parce que j'ai toujours une hésitation à chaque semaine. C'est lequel? Laquelle des deux formules j'utilise parce que, écoute, je l'oublie tout le temps. Ben finalement, c'est la première fois que vraiment tu prends le mauvais chemin. Et voilà, alors des fois, faut surprendre, faut rester voilà, sur c'est ça. qui-vive. On se réinvente comme ça, une tournure de phrase à la fois. Et c'est peut-être un peu à l'image des films de cette semaine, des films qui nous ont surpris. Qui nous ont surpris, oui. Et d'autres qui essaient de se réinventer. Oui, effectivement, voilà. C'est très bien dit. Avant de parler d'un menu assez costaud quand même, petit tour d'actualité. Oui, j'en ai noté un. Ah ben, vas-y. Mais c'est un peu triste, en fait. Ah oui? C'est un décès. Ah oui. Mais c'est peut-être pas les décès que tu penses. Ah, OK. C'est le décès de la cinéaste bretonne Élodie Lélu. Puis, j'ai vu ça popper cette semaine. Ouais. Puis, le 21 juin dernier était sorti son je pense que c'est son premier long-métrage, Rétrothérapie. Puis, c'est une copro de Canada, France, je sais pas, Belgique ou Bretagne, l'un des deux. Puis, ça avait pas fait grande vague, mais ce que je savais pas, c'est qu'elle avait déjà son diagnostic de cancer à ce moment-là. Puis, OK. elle l'a fait entre ses traitements de chimio, est allée faire le tournage, le montage, elle avait transformé comme sa chambre dans le centre de soins un peu pour pouvoir faire le suivi sur son film et tout. Puis, c'est un film qui parlait pas de ça, là. Il parlait de la relation avec les aînés, mais c'était plus sur la perte de mémoire et ces choses-là. Mais fait que comme j'ai appris ça, puis je savais pas, tu es mortu d'un accident ou de quoi, puis un peu comme, je sais pas, tu sais, Caroline Dawson, par exemple. Là, Oui. On louangeait encore son dernier roman, puis pour plusieurs, on savait pas qu'elle était malade ou quoi que ce soit. Fait que, puis il paraît elle venait d'achever son dernier film, qui est un documentaire sur la procréation médicalement assistée. Fait que là, bon, je sais pas si ça va se rendre jusqu'au Québec, là, parce que des documentaires, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Fait que, maintenant, ils sont pas tous réachetés et remis, mais voilà, fait que c'était comme un clin d'œil triste. Elle avait 42 ans. Là, fait que, Quand même, ben oui, c'est assez jeune. On peut juste souligner aussi le décès. Donc, d'Alain Delon, quand même. Ouais, je sais que c'est plus notable, mais je suis comme, tu vois, je suis trop jeune un peu moi aussi, pour savoir dans quoi il a joué, puis... Je sais qu'il avait joué, encore peut-être pour les plus jeunes, c'est Astérix aux Jeux Olympiques qui jouait César. Ah, tu vois, j'ai même pas vu. J'ai vu il y a tellement longtemps. Ça, c'était lui avec Stéphane Rousseau. Ouais, c'est ça, oui. Le mal-aimé des Astérix. Puis sinon, j'ai vu aucun de ces classiques, moi non plus, des années 60 et tout. Donc, mais je sais que c'était une figure marquante, un peu comme Jean-Paul Belmondo et Brigitte Bardot, là, toute cette... première génération d'acteurs, de sex symboles. Ouais, c'est ça, un peu français, superstar. Ouais, c'est ça qui suivait un peu la trend américaine de ces années-là. Donc, d'accord, voilà. Ben, moi, j'ai quelques petits trucs, j'espère intéressants. Vas-y, je vais te le dire si c'est intéressant. D'accord. Ben, allons-y. Le gros succès du mois d'août, c'est évidemment le film It Ends With Us. Oui, OK. Adaptation du roman de Colin c'est la Hoover. surprise, parce que techniquement, Deadpool est un beaucoup plus gros succès financier, là, mais je comprends. D'accord. Mais on s'entend. Ils ont-tu fait d'autres folies encore de mise en marché? Puis... Non, c'est apparemment qu'il y a vraiment une source de conflit entre elle et Blake Lively et sa co-vedette et réalisateur du film aussi, Justin Baldoni. Ouais. Parce qu'il n'a participé à aucune promotion du film. Ouais. Il n'était pas non plus à la première. Fait que là, tu nous fais du gossip. Ben, écoute, est-ce qu'on pourrait être les Gossip Boys? Ouais, ça pourrait être... alors, les mauvaises langues semblent dire qu'il y aura peut-être, un problème pour une suite éventuelle, parce que dans le fond, le roman de Colin Hoover avait donné une suite qui s'intitulait It Starts With Us. Ah, j'allais dire ça en joke. C'est ça pour vrai. C'est ça pour vrai. Donc, on présume ce qui se passe dans les murmures de l'industrie, c'est que probablement qu'il céderait, parce que c'est Justin Baldoni qui a les droits des deux romans. Alors, probablement mais là, Blake Lively est plus forte que lui. C'est sûr. Et justement, la source de conflit serait qu'en tant que productrice du film,
Elle serait peut-être un peu trop intervenue, aurait pris un peu trop le contrôle du film, même le montage final. Ce qui aurait déplu à M. Baldoni. Alors, les rumeurs disent qu'il va probablement céder les droits du roman à Blake Lively. Ouais, mais là, considérant ce que le premier a fait, tu peux les céder pour une bonne somme d'argent. C'est plus juste 12 000 $, là. Hein? Tu peux les céder contre quasiment des pourcentages. Puis tout, là. Alors, pour les fans de Colleen Hoover, ben, écoute... Sauf que lui, ben, là, je pense que tu n'as pas vu le film. Est-ce que son personnage, il est-tu le gentil ou le pas fin, lui? Il est le pas fin. Mais, fait qu'il revient peut-être pas dans le... Non, il revient, je pense que le personnage fait que c'est ça aussi, parce qu'il dit probablement qu'il va falloir recast. À moins qu'il y aille, mais tu sais, s'il n'est plus réalisateur, s'il n'est plus rien. Ça dépend s'il veut plus rien savoir, puis ça ne tente pas d'être là. C'est ça. Écoute, les chèques aussi, ça permet souvent de penser des blessures. C'est ça. On peut te payer plus cher pour pas être là que... ou bien juste être comédien, mais on va te donner un bon chèque. Ah ouais, c'est ça. Puis viens faire tes 8 jours de tournage. C'est ça, genre. Mais ce que j'allais dire, donc, pour les fans de Colleen Hoover, votre deuil sera quand même assez court parce que évidemment, c'est la nouvelle coqueluche à Hollywood. Je pense qu'il y a 3-4 romans là, qui sont mais en elle a préparation. quel âge, à peu près, elle? Je pense que dans la quarantaine, quand même. Ouais, fait que... Alors, voilà. Mais elle a-tu d'autres projets... T'as dit votre deuil sera très court. Oui, parce qu'il y a 3-4 de ces romans qui sont en adaptation là, présentement. Là. Fait que c'est comme John Grisham dans les années 90. Là, qu'il y avait... Je sais pas, j'étais trop jeune. Il y avait eu The Firm, la firme avec Tom Cruise. Puis, c'était moins à l'eau de rose. Oui, non, lui, c'était des thrillers judiciaires parce que c'est un avocat, John Grisham. Mais suite au succès de The Firm, il y a eu comme 4-5 romans qui ont suivi dans les années. Là. Fait que c'était comme le go-to guy des romans. Mais c'était avant l'époque de mettre Colleen Hoover's It Starts With Us. Là, son nom est beaucoup de l'avant. Là, dans la promotion du film et tout. Là. Ouais. Sinon, autre petite nouvelle. C'était intéressant, ça. Ça, c'était intéressant. Ça, c'est intéressant. Bon, on aime toujours ça, un peu de médisance sur les vedettes. Ça va être évidemment la Mostra de Venise bientôt, le festival de films de Venise. Une semaine. Donc, j'ai juste noté que quelque chose qui me fait sourire quand même, parce qu'on sait que Kevin Costner avait présenté son Horizon Chapter 1 à Cannes. Oui, c'est vrai. Quelques mois avant la sortie. Oui, qui est en juin. À peu près, puis que la suite devait sortir initialement, commencer à la mi-août. Mais suite au succès très... Lent, mettons. Slow burn. Du premier film, donc on avait retiré de la grille la deuxième partie, Chapter 2, mais il va être présenté donc en première mondiale à Venise. Mais ça laisse penser qu'il va quand même sortir bientôt. Je veux dire, tu l'amènes pas à Venise le 28-29 août pour le sortir en mai prochain. Effectivement, écoute, moi j'ai l'impression... Peut-être sortir cet automne, je sais pas. Là. Peut-être d'ici la fin de l'année, là, en tout cas, assurément. Là, mais, ou là, peut-être qu'ils peuvent quand même le sortir en janvier, mais ils sont confiants que le deuxième est vraiment... Parce que c'était un peu le défaut du premier, c'est qu'ils mettaient beaucoup de choses sur la table, mais c'était pas encore super intéressant, mettons. Fait que peut-être que là, ils espèrent que les discussions vont être bonnes. Faire comme, hey, là, il est payant, il est le fun. Fait que allez écouter le 1 sur nos plateformes, parce que le 2, quand il sort, genre le 15 janvier, vous voulez pas rater ça. Puis, ou qui ont juste fait une fleur à Costner, ou qui avait peut-être rien... parce qu'il y a toujours un petit côté vedette là, qu'on aime ça à voir. Là. Cannes font souvent ça avec leurs films des premières, mais qui sont pas en compétition officielle. Oui, ils vont souvent chercher un Disney, des affaires de même. Il y a peut-être un peu de ça, j'ai l'impression. Les petit Star Power. Les Pixar ont souvent été présentés. Mad Max aussi, et tout ça. Là. Fait que bref, ça me fait sourire. Alors, pour les amateurs de Horizon... Il y a de bonnes chances que le 2, on le voit prochainement au cinéma. Puis, je sais pas si ça faisait partie de tes nouvelles. Moi, je trouve ça intéressant d'en parler parce que là, depuis quelques semaines, depuis une partie de l'été, on a lancé la bande-annonce puis on avait parlé de Wolf, de Loup, avec... Clooney et Pitt. Exactement, un film de John Watts. Puis là, on a annoncé récemment que finalement, le film n'aurait pas vraiment de fenêtre cinéma, allait sortir une semaine peut-être. Ben, c'est ça, puis après, direct sur Apple TV. Ouais. Ce qui est un peu bizarre parce que... Mais il est-tu une production Apple TV ou il est juste comme... Je pense que oui. Je pense sûr qu'il est plan B, la compagnie de Brad Pitt et tout, mais c'est un peu bizarre parce qu'ils ont fait l'inverse avec... Napoléon. Argyle avec Napoléon, c'était vraiment genre non,
on le justement, là, on donne le contrat en sous-distribution à un autre, par un membre de quelque chose, comme là, c'était Sony. Puis quand la vie sur écran sera finie, ben là, on a l'exclusivité. Fait que t'es comme, bon, mais ils ont compris qu'il y a de l'argent à faire, puis tu peux rembourser ton coût de production comme ça. Puis après, de toute façon, tu as l'exclusivité pour ta plateforme. Puis là, ils font comme l'inverse. Là, j'en parle parce qu'il va être présenté à la Mostra aussi, en première. Là, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Mais c'est un peu décevant parce qu'il y a plusieurs cinémas qui vont peut-être à ce moment-là choisir de ne pas le jouer parce que c'est vraiment tout le temps un sujet de Discord, justement, la fameuse fenêtre de projection qui est le edge, dans le fond, là, le plus que les cinémas ont, c'est de dire, ben, on a une exclusivité, mais une exclusivité d'une semaine, ça donne rien. C'est ça, effectivement. Puis j'ai l'impression que les termes exigés par Apple vont être sûrement aussi un peu, peut-être astronomiques, je sais pas, là, vu que c'est comme un engagement limité. Mais je me demande si c'est pas un peu l'échec cuisant d'Argyle en début d'année... qui a fait reculer peut-être un peu Apple. Peut-être parce que... Mais en même temps, c'est un peu drôle. J'ai l'impression que des fois, on regarde des succès bien précis, puis on dit « Ah ben, on veut faire comme eux », puis on change pas d'idée, mais alors que c'est vraiment pas le même film. Puis tu vois, à l'inverse, quand on a un insuccès, on dit « Ah ben là, peut-être qu'on veut vraiment pas avoir le même insuccès. » Puis c'est comme « Mais c'est pas le même film. » Ils doivent peut-être calculer l'impact des abonnements, suite à la diffusion en salle. Fait que probablement que Napoléon, ça a drivé assez de monde qui se sont abonnés après ça à Apple+, mais pas avec Argyle. Fait qu'ils se sont peut-être dit, bon, ben, on va créer un petit buzz, puis les gens vont vouloir le voir. Fait que... Mais tu sais... Mais oui, moi aussi, je trouve cette façon de faire un peu... Parce que dans les faits, je comprends que je sais pas combien coûte Apple TV+, mais ça doit être... Ils sont tous rendus pas mal à plus 15$ ou une affaire de même. Fait je pense que c'est encore un peu moins cher. Là. Je pense qu'il est en bas de 10$. Puis souvent, tu l'as même gratuitement quand tu t'inscris, quand tu as ton nouveau téléphone. Puis je pense qu'il y a différents forfaits. Je me demandais si financièrement, une inscription, c'est peut-être plus intéressant qu'une entrée de cinéma. Là. Mais... Oui, j'ai quand même l'impression, même moi, je suis curieux de voir ce film-là, j'ai hâte de le voir, j'ai grandi dans cette chimie-là entre Clooney et Pitt. Ben oui. Mais s'il va juste là, je ne vais jamais m'abonner pour écouter ça. Là. Soit je vais le voir d'autres moyens, ou soit je vais juste pas le voir. Il y a des bonnes chances que je vais juste pas le voir. Puis ça va être juste à moins que ce soit vraiment dans tout cas, un génie, un incontournable. Oui, mais à ce moment-là, c'est encore pire leur décision, tant qu'à moi. Là. Ouais. Fait que quand même... Parce qu'ils ont annoncé qu'ils travaillaient déjà sur une suite. En plus. Bon, ben là, faites-en des TV movies d'abord. Je pense que c'était la semaine dernière qu'on avait évoqué que nos belles-sœurs atteindraient le 3 millions. Oui, je crois que c'est chose faite. C'est chose faite. Je pense que c'était mercredi ou jeudi. Ouais, je sais pas par chez vous, mais par chez nous, il faisait pas beau cette semaine. Fait que... Oui, il y avait beaucoup de monde au cinéma. Fait que les salles et tous les films en tirent profit. Là. Effectivement, donc... je pense qu'il a fait encore 100 000 ce week-end. Oui, il tourne pas mal. Puis 1995 aussi, ça se poursuit très bien. Fait que c'est très, très bon pour notre cinéma à nous. Et justement, la semaine dernière, j'avais pas ces chiffres, ces statistiques, quelle année qu'il y avait eu 2 films à 3 millions. Ah oui, ok, t'as fait tes devoirs. J'ai réussi en fouillant un petit peu. Donc, le dernier film à avoir franchi la recette de 3 millions au box-office québécois, on parle de films québécois, bien sûr. Oui. Lequel tu penses? Est-ce que tu as une année ou quelque chose? De 2018. Je veux dire, Menteur a fait comme ça. 2019, excuse-moi, oui. Bon. C'est ça, c'est Menteur, t'es tombé dessus. Mais il a fait beaucoup plus que 3, il avait fait comme 6. Oui, 6.2, effectivement. Mais depuis, il n'y avait aucun film qui avait franchi le 3 millions. Puis, est-ce que... Là, je te renvoie une autre question. Tu n'as peut-être pas la réponse. Mais ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu 2 films qui ont fait... 3 millions et plus? Ouais, c'est ça, parce que là, 95 devrait le faire, là, à moins que... Oui, ça s'enligne pour ça. Un scandale qui sorte sur Jean-Pierre je l'ai noté. C'était 2 ans auparavant, 2017. OK, fait que là... attends. Est-ce que c'était Bon Cop, Bad Cop 2 et De Père en flic 2? Oui. Puis là, les deux étaient fait beaucoup, là, quand même. Là. Oui, il y en a pas qui a fait genre 9 ou 9 de même? Le premier, Bon Cop, Bad Cop, avait fait 9. Là, il a fait 5,6 millions. OK. Puis c'était De Père en flic 2 qui l'avait détrôné avec 6,6, donc 1 million de plus. OK. Mais écoute, je sais pas si un jour on va revoir 2 films avec au-dessus de 5 millions. Ouais, puis 2 suites. Ouais, écoute, l'an prochain, il va y avoir Menteur 2. C'est vrai. Fait qu'il suffit de voir, ça serait quoi l'autre. Là, mais Louis-José Hood ne sera pas dedans. Puis je pense qu'il était une des grosses raisons. Là. Oui, mais
Oui, mais Je ça pense va que ça quand va être un même bon marcher. succès, mais je pense pas qu'il va aller chercher un 5 millions. Ce que, mettons, Nos Belles-Sœurs et les autres font cette année, je pense qu'il fait 3. Là. Ah oui, assurément, C'est ça. mais je pense pas qu'il va aller à 5. Exact. Puis là, ça va être de voir... Ah non, c'est ça, Gilles Villeneuve, ça va être plus tard. Ben, ça va être... Je pense que c'est à l'automne. Ben, ça va être dans la même année, en fait. C'est pas grave. Ouais, ça va être, je pense, au Noël 2025. Ouais, novembre, décembre. Puis il n'y a pas les Boys. Y a-t-il un Boys qui se prépare? Ben, il me semble qu'on parlait que ça a été racheté par Comédia, puis il y a des affaires qui se tramaient, mais je pense pas qu'il y ait un film d'annoncer pour l'an prochain. Encore, okay. Là, puis... Fait que c'est peut-être juste encore en gestation. Fait que quand même, alors, faut souligner cet exploit-là pour Nos Belles-Sœurs et éventuellement 1995. Que lui, peut-être, va se rendre à 4, je sais pas. Là, effectivement, je pense qu'il fait encore un 200-300 000 aisément. Ouais, vite de même, je sais pas, mais que... tant que c'est l'été, ça va bien là. Fait que, puis il devrait être à l'affiche tout le mois de septembre, j'ai l'impression. Bande-annonce. Yes. Vas-y. Drôle de projet. Ben, je vais aller avec le premier. Je sais qu'il y en a peut-être deux que j'ai pas vu, mais écoute, je pense que c'est le plus gros. Là. C'est de cette adaptation, ou en tout cas cette mise en animation d'une histoire de Lord of the Rings, du Seigneur des Anneaux, de War of the Rohirrim, qui se passe dans le monde du Rohan. Ouais. À la sauce animée. Oui. De l'animation traditionnelle, là, c'est ça? De l'animation traditionnelle, mais style japonais, animation japonaise. Je sais pas quoi en penser, honnêtement. Moi non plus, je pense pas que c'est un film très large public, là. Et je pense qu'ils sont conscients que ça va être les fans de ça, mais je trouve ça intéressant comme proposition là, c'est audacieux, de oui, faire faut différemment. souligner. Mais tu sais, pour l'avoir écouté, j'étais là, là, on dirait que ça... Moi, mettons, qui a vu les 3 films 3 fois, puis que j'ai jamais lu une seule phrase de ces romans-là, et etc., tu sais, ben, je trouve ça a l'air dense, là. Parce que le Rohirrim, dans le fond, c'est les chevaliers... du Rohan. Ouais, c'est ça. Fait qu'on les voyait beaucoup dans le 3, là. Dans le 2 aussi. Là, c'est dans le 2? C'est ça, oui. Ben, 2 et 3. Ben, 2 et 3, là, mais tu sais, la fille qui se cache, qui fait semblant d'être un gars, puis qui va péter des Nazgûl, puis des choses de même, puis Karl Urban, puis ce monde-là. Là. Fait que, le monde des cavaliers, le monde des plaines. Ouais. J'imagine que ça se passe avant, là, ça se passe 183 ans avant le Seigneur des Anneaux. Pile poil. D'accord. Où, justement, on raconte un des rois du Rohan qui s'appelle Helm Hammerhead. Et tout ça est inspiré parce que Tolkien, dans ses romans, je pense que c'est particulièrement plus Le Seigneur des Anneaux que Bilbo le Hobbit, mais avait des appendices, donc le groupe d'humour? Oui, c'est ça. Donc, de plusieurs pages où il décrivait juste le monde en place et tout ça. Donc, c'est tiré justement où il explique la lignée des rois du Rohan. Alors, ils ont allé chercher quelques bribes pour construire toute une histoire alentour de ça. Fait que, ultimement, je ne sais pas si ça va être si intéressant que ça. On verra bien, mais a priori, je sais pas. Ben, moi, ce que j'aime dans le projet, c'est que ça a l'air d'être à moins que tu vas m'apprendre qu'il y a 19 suites en préparation, mais d'un stand-alone film. Là. Un film qui a l'air d'être juste... Voici, comme un peu Rogue One, tu sais, de Star Wars, des affaires comme ça, que c'est pas « Ah, on part une nouvelle trilogie, puis là, il va toutes les... » Puis c'est comme « Calmez-vous, là. » Je pense que le box-office va peut-être faire foi de ça. Ben, c'est sûr que si ça marche, ça fonctionne, mais je pense que l'histoire peut se tenir en elle-même. Ou après, faire autre aventure de d'autres peuples, de dire hey, les gens adhèrent à l'animation, parce que c'est quand même coûteux de l'animation. Sûrement moins cher qu'un film en prise de vue réelle du Seigneur des Anneaux, là, qui coûterait aujourd'hui probablement 300 millions de dollars. Là, mais... Je peux aller voir le budget, effectivement, de cette production-là. Puis d'ailleurs, on pousse fort le lien avec la trilogie de Peter Jackson, parce que c'est dans cet univers-là, on s'entend. Là. Fait qu'en intercalant des images de la trilogie. Oui, au départ, là, pour vous avez tout aimé. Qu'on a c'est ça, une référence, puis OK, ça se passe. On voit Aragorn ouvrir des portes. Là, voilà. Fait que, oui, puis en fait, pourquoi MGM se sont lancés là-dedans, c'est parce que souvent, c'est une question de droit. Quand les gens achètent des droits, ils ont comme un temps d'années pour exploiter un film tiré des droits, finalement. Puis s'ils le font pas, ils perdent. Ils perdent des droits, fait que ça arrivait comme à échéance, les droits pour
pour Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont rushé ça. C'était peut-être plus facile que de faire un film live action. Puis c'est ça, le réalisateur, c'est quand même Kenji Kamiyama, là, qui est surtout connu pour ses Ghost in the Shell, qui est quand même une série très mythique pour les amateurs d'animé japonais et tout ça, que j'ai jamais vu, remarque. Puis, il faut noter quand même au scénario qu'il y a Phoebe Gittins, qui est la fille de Philippa Boyens, qui avait, elle, co-scénarisé les films à l'époque. Et même Le Hobbit, tout ça, avec Fran Walsh, qui était la conjointe de Peter Jackson. Et Boyens est maintenant productrice sur le film. Puis d'ailleurs, écoute, j'ai été étonné qu'il n'y a pas plus de backlash que ça, peut-être plus quand le film va sortir, parce qu'on a quand même pris beaucoup de liberté avec l'histoire. Puis Dieu sait que les fans de ces univers-là peuvent être assez rigides. Parce que l'héroïne du film, Hera, on apprend que c'est une des filles du roi, donc une princesse du royaume de Rohan, elle n'est pas vraiment mentionnée dans les appendices. Donc, ils disent qu'elle a une fille, elle n'a même pas de nom. Puis là, ils ont centré toute l'histoire sur elle. Fait que j'ai hâte de voir les fanboys, des fois un peu toxiques. Comment ça va réagir en ligne? Bref, ça va être à suivre. Puis, je te laisse aller, toi, avec tes 2 bandes annonces, puis je vais revenir pour un dernier petit truc amusant. OK, parfait. The Substance de Coralie Farja. Est-ce que tu as vu la bande-annonce? Non, c'est ça. Ah, même pas, OK. Je l'ai pas. Mais je connais le projet, j'ai vu passer, puis ça avait gagné le scénario à Cannes. Oui, meilleur scénario à Cannes, c'est du body horror, un drame de body horror avec Demi Moore et Margaret Qualley et le bon vieux Dennis Quaid. Un peu cryptique, là, mais on sent que, sentant qu'elle est vieillissante et tout, ben la personnage jouée par Demi Moore va prendre cette nouvelle pilule machin miracle qui fait rajeunir. Si j'ai bien compris, je peux me tromper, mais Margaret Qualley joue comme sa version rajeunie, sexy, qu'on a vu récemment dans Kinds of Kindness. Et voilà. Mais mystère autour de tout ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un film qui est distribué par Mubi, qui est une plateforme de streaming de, disons, films de répertoire, quand je pourrais dire, sans être méprisant là-dedans. Mais là, ils ont vraiment une stratégie, une ambition de le sortir au cinéma et tout. Est-ce que je me trompe, il pouvait être présenté au TIFF aussi? Oui, tout à fait. C'est ça? Et est-ce que je me trompe? Tu vas au TIFF? Ben oui, écoute, on peut l'annoncer. Oui, je vais aller couvrir quelques journées du Festival du film international de Toronto. Et oui, j'espère avoir l'occasion de faire des entretiens intéressants, dont effectivement avec l'équipe de The Substance qui est sur la liste. Oui, c'est ça. Je vais essayer d'ici la sortie le 20 septembre de voir, on s'entend, ça va être quand même un film en sortie limitée, là, mais bref, de voir son précédent film à Coralie Farja, c'est Revanche. Oui, moi j'avais vu. Oui, c'est quand même. Parce que dans le fond, c'est une Française, mais elle fait des films en anglais, c'est ça? Oui. Puis, non, ça a l'air cool. Puis, est-ce que je me trompe, elle a comme justement, genre à peu près 40 ans, 45 ans, fait qu'elle a comme... Je sais pas. On pense souvent que les réals, les cinéastes goffy commencent, il faut que tu commences à 25 ans, puis tu rentres, mais elle, je pense que son premier film, elle avait comme 38 ans, 39 ans. Peut-être qu'il y avait... À vérifier, là, parce que j'ai lu beaucoup d'affaires cette semaine sur beaucoup de gens, sur beaucoup de projets, fait que peut-être qu'elle gravitait autour du cinéma, puis finalement, elle a eu la chance de faire un premier long. Oui, elle n'était pas adjointe administrative, puis soudainement, elle fait un film, là. Elle a dû faire bien des courts-métrages, ou comme un peu Annick Blanc, là, il y a une semaine ou deux, avec Jour de chasse, que c'est son premier long, mais c'est pas la première fois qu'elle tenait une caméra, là. Mais non, j'avais bien aimé, puis c'était quand même assez de mémoire. Il y avait quand même des éléments de violence, quand même, là, c'était un peu graphique. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si The Substance va être un petit peu, pour comparer avec une autre française, mais titanesque, là, un peu dans sa façon. Parce qu'on connaît le contexte un peu du body horror, comment c'est intégré à l'histoire? Non, écoute, j'ai vu la bande-annonce juste une fois, puis c'est le genre de film que... Ouais, puis je tiens à m'en préserver un peu, fait que je l'ai écouté un petit peu en diagonale, en disant « Ok, oui, ça a l'air cool », puis... Je sais que ça avait créé une onde de choc à Cannes, là, je me rappelle des premières critiques. Je pense que ça... ça va être une expérience à vivre. Pour se souvenir de Titan, là, qui avait terminé comme 16 ans et plus horreur, je pense, quelque chose de même. La bande-annonce que je voyais, ça a l'air un peu plus dosé. Là. On est peut-être plus dans le 13 plus à ce moment-là. À découvrir dans un mois à peu près. Y2K, nouveau film de A24, de Kyle Mooney, que je connais pas cette chef, mais il est comme pendant 10 ans, à peu près 2013-2022, il était dans les équipes de SNL là, en writer, puis peut-être en comédien aussi. Mais ça met en scène Rachel Zegler, d'autres qu'on
connais plus leur face que leur nom, là. Jaden Martell, qui était dans Hit, là, il faisait un des jeunes, dans Knives Out, là, le plus jeune, là, qui a l'air weird. Julian Dennison, qui était Fire Fist dans Deadpool 2, là, qui était tout autour de cet enjeu-là. Ouais. Fait que ça se passe, partie de Nouvel An 1999, au tournant de l'an 2000, on suit des jeunes ados comme ça, là, qu'on croit tous être en, je sais pas, c'est mon R4, là, une affaire de même. Puis, bon, il y en a un qui est amoureux de la fille, de Ziegler, mais il voit qu'elle est avec d'autres, fait que le party tourne mal. Mais le party tourne très mal parce qu'au coup de minuit, panne d'électricité, et là, la technologie se révolte contre les humains. OK. Fait qu'une uchronie, finalement. Oui, exact, mais en plus, c'est que c'est un clin d'œil à genre les années 2000, mais soudainement, c'est pas des robots comme le Terminator, c'est des robots genre un Tamagotchi monté sur une auto téléguidée qui a mis un couteau à steak puis qui va genre tuer le monde de même. Fait que c'est comme... fait qu'on est dans une comédie d'horreur. Tout à fait. Un peu comme Maximum Drive des années 80. Je connais pas, je sais pas. C'était Stephen King qui avait réalisé ce film-là. Je pense que le seul film qu'il a réalisé. Où c'est une comète qui passait près de la Terre, puis ça donnait le contrôle à tout ce qui était électronique. Là. Okay. Puis ça se mettait à se revirer contre les humains. Tout ça, OK, peut-être bien. À voir d'ici là. Puis, fait que, en tout cas, pour ça, moi, ça a l'air d'être un mélange entre genre Superbad puis This Is The End là, de la gang à Rogan. Là. Puis, tu sais, tout le trailer, c'est la toune de Chumbawamba, là, « I get knocked down, but I get it. » Fait que là, tu te remets vraiment dans cette nostalgie-là. Il y a Fred Durst au générique en tant que Fred Durst, là. Fait qu'on est dans le... Dans le méta un peu. Comment il appelait du rapcore, là, de Limp Bizkit, casquette sa casquette rouge, c'est les Yankees, je pense. En tout cas, il met une casquette rouge par en arrière, mais c'est pas les Red Sox. Il me semble que c'est les Yankees qui a, ou peut-être LA, là, ce qui est comme pas la couleur de base de la casquette pour les fans de baseball. Mm-hmm. Ça sort le 6 décembre aux États-Unis. J'ai pas vu de distributeur. Là, la bande-annonce est sortie hier, je pense. Là, fait que j'ai pas vu de distributeur attaché, mais comme il y a des bons ponts là, avec A24 puis le Canada et le Québec, là, fait que je serais pas surpris que ça finisse chez un Entracte ou un VVS, là, puis que ça soit offert sur nos écrans le 6 décembre. Moi, je suis partant déjà avec Rachel Ziegler. Tu as eu mon là, Rachel Ziegler dans une comédie, parce qu'on l'a pas vu là-dedans ben à date. Là. Effectivement, tu étais dans Shazam. C'est ça, certains diraient que Shazam, mais bon. Mais l'ensemble de Shazam est un peu une comédie, mais son personnage l'était pas. Là. Il était un peu quétaine, est en amour, mais finalement est une déesse de 130 000 ans. Là, je sais pas trop. Puis moi, j'ai comme projet, parce que je l'adore vraiment comme comédienne, parce qu'elle joue à Broadway Roméo et Juliette. Ah ouais? Qui débute. Elle joue Juliette, j'imagine. Oui, effectivement. C'est qui fait Roméo? C'est un gars de la série Heartstopper Netflix. Fait qu'un beau mec aussi. Mais les billets sont quand même chers parce que c'est vraiment une run limitée, une durée limitée. Ouais. Fait que je pense qu'ils sont là 4 mois, d'octobre à janvier. Fait que des shows comme ça, généralement, les billets, c'est comme $300 US. Là. Fait que c'est pas donné. C'est ce qui me fait hésiter un petit peu. Mais c'est ça. Mais là, comment tu vois ça? Mettons que tu dis, OK, j'y vais. Ben là, tu trouves des billets, puis là, selon ces billets-là, tu prends des vacances, puis tu y vas, ou tu essaies de trouver des billets selon une date qui marche pour tes vacances? Ben écoute, non, t'as pas le choix, je pense, d'y aller selon les billets. Là. C'est sûr que tu peux te donner une fourche, ce serait dans le temps des fêtes, quelque chose comme ça. Là, tu te donnes comme 2 semaines de jeu, là. Mais c'est sûr que je n'irai pas un mercredi, parce qu'il y a des billets disponibles, puis je vais aller à New York, je pars mardi dans la nuit. Ouais, c'est ça, j'avoue que c'est aussi, si t'es prêt un samedi, ben, c'est que tu manges juste une journée. C'est ça, là. Avec l'action de grâce, ça peut être ça, là, mais en tout cas. Bref, mais je trouve ça le fun. Puis d'ailleurs, restons juste volet Broadway, parce que j'aime ça. On va citer à la réunion de Keanu Reeves et Alex Winter de Bill and Ted. En musical? Non, mais sur Broadway, ils vont jouer en attendant Godot. Ah, OK. Ouais, et que ça a été annoncé en 2025. Keanu au théâtre? Il en a fait quelques fois. J'ai même joué Hamlet au théâtre. Mais c'est très bizarre parce que autant, comme beaucoup de monde de mon âge et ma génération, je l'aime parce qu'il a été dans des Point Break puis des Matrices puis des affaires de même, maintenant John Wick puis Speed puis tout. Mais quand on le voit dans Dracula puis des choses de même, c'est comme il joue pas super bien et tout. Fait que le monde disait finalement c'est plus une belle gueule puis un gars d'action que il y a son
sais, qu'il y avait casting, tout novembre ça, et des choses de même. Fait que je suis ouais. comme, hey, je l'imagine mal jouer Hamlet au théâtre. Là. Ouais, ben, je pense que ça avait été accueilli un peu tièdement de mémoire quand c'était Ouais, c'est arrivé. ça. Parce que si c'est Et, l'époque Johnny Mnémonique, là, pas super. Ouais. Là, tu Je sais. pense que c'était après The Matrix ou avant The Matrix. Je pense que c'était avant The Matrix. C'est probablement fin des années 90. Là. Bref, je pense qu'il voulait comme prendre un petit break d'être la belle gueule Hollywood. Là, Ok. puis il était allé jouer là-dedans. Mais quand même, j'ai jamais vu la pièce en attendant Godot, que je sais qu'il y a une des pièces quand même très Ouais, jouées. c'est tout ça, un là. peu absurde aussi, justement. Ouais, c'est je pour pense que c'est là, ouais. ça. Fait que, en tout cas, bref, ça aussi, c'est partie de mes projets. Fin de la parenthèse. Mais avec. Est-ce que tu irais voir avec Reeves puis. Ah, Alex Winter, ben oui. Ah oui, ok, je ok, vais ok. voir Bill and Ted sur scène, c'est clair. Là. Eh ben. Puis c'est quand ça? On Ça, sait-tu? c'est en 2025. Je pense au printemps 25. Ça. Ouais, Ok. Ouais. Si tu mets un budget théâtre, Ouais. une pièce par saison qui coûte 700$ pour une paire de billets. C'est ça. Ben, écoute, il y en a qui vont voir Taylor Swift. Ouais, ça. Comme si t'avais pas essayé. C'était pas pour moi. T'avais-tu d'autres bandes annonces, excuse-moi? Ben, Tu voulais j'ai le un clin fun d'œil? fact lié Vas-y. à une bande-annonce parce qu'il y a eu une controverse cette semaine liée à une bande-annonce. Oui, ok, je pense que j'ai vu ça passer. Oui, Megalopolis, le nouveau film de Francis Ford Coppola, qu'on sait qu'il y a eu des accueils quand même un peu tièdes à Cannes. Oui. Fait que les gens de Lionsgate ont dit « Hey, on a une bonne idée de C'est marketing ça. pour cette deuxième bande-annonce. » Parce que tous ces films ont été des gros succès, ou presque Ils tous. sont considérés même des classiques. Mais il y en a Absolument. sûrement qui ont eu des mauvaises critiques. Fait Ben, que en si fait- on jouait avec ça... Oui, mais en fait, c'est même ces chefs-d'œuvre qui ont été accueillis un peu tièdement à l'époque, donc même Le Parrain et Apocalypse Now, OK. qui ont, malgré son succès critique, certains des critiques d'époque avaient été quand même un peu durs avec eux. Ben, c'est rare un film qui fait l'unanimité. Ben oui, de aussi, toute c'est façon. ça, effectivement. Mais il y en avait moins à l'époque, tu sais, fait que c'était... Tu avais New York Ouais, Times, t'avais les t'avais journaux, Victoria. là, C'est c'est ça, ça, là, ouais. tu sais. Fait qu'ils se sont dit, on va prendre des vrais noms de critiques qui justement avaient un peu descendu ces chefs-d'œuvre-là, mais ça ne sera pas leurs vraies paroles Ouais, c'est ça. qui avaient été écrites à l'époque. Fait que probablement utilisées par intelligence artificielle parce qu'un journaliste de Variety a fait l'exercice. Ça donnait un peu ce qu'ils ont mis, tu sais. Fait qu'ils ont comme juste dû mettre mauvaise critique Comme de paraphraser, Godfather. Ouais, c'est ça. Fait que là, les critiques, évidemment, parce que la plupart sont encore vivants aujourd'hui, elles n'ont pas trouvé ça très, très drôle. Alors, 24 heures après, on a retiré la bande-annonce. Ouais, on puis là, s'est Lionsgate s'est excusé. excusé à tout le Ben monde, ouais. puis à Coppola, puis parce que ça, c'est pas une idée C'est de pas de lui, son c'est ressort, du ben oui. marketing. dans le Ouais, fond. ouais. Ben ouais, parce que c'est comme une quote du film sur la narration de Lawrence Fishburne qui dit tu sais, tous les génies sont avant d'être des génies, C'est ça, ouais. sont incompris, là, une affaire de Genre, même. ouais, puis là- Il était avant sur son Ah ouais, temps. c'est les avant-gardistes puis tout. Ben, l'idée était bonne, sauf Oui. qu'elle aurait été bonne si t'avais pas menti sur Ben, les mais les vraies quotes. citations, effectivement. Puis de penser tu sais. que personne vérifierait à l'ère actuelle des journalistes Ben. l'accès à l'information, t'es comme, ben là, C'est clair, franchement, clair, vous êtes clair. donc bien naïf. Là. Ouais, tout à fait. Fait que, mais c'est quand même drôle. Puis il y a déjà une polémique dans les années 90, parce qu'en lisant l'article, j'avais oublié ce qui était arrivé à Sony, qui, eux, parce qu'on voit souvent ça dans les bandes annonces, peut-être moins aujourd'hui, ou c'est peut-être plus pour la télé, mais tu sais, souvent, ou quand on avait les annonces dans les journaux, là, tu sais, des... Les 5 étoiles. puis ça, Ouais, c'est ça, mais tu sais, de critiques genre du Indiana Dispatch, puis tu sais, des petits Ouais, journaux, c'est des ça. petits médias que personne vraiment connaissait, mais qui vantent Anaconda comme si c'était le nouveau jazz, là, tu sais. Ouais, exact. Fait que c'est comme monnaie courante à Hollywood, mais Sony, eux autres, il y avait l'astuce d'inventer un faux critique, David Manning, qui revenait tout le temps. C'était comme toujours des chefs-d'œuvre, mais David Manning n'existait pas. C'était Mais est-ce l'équipe qu'il marketing de Sony. publiait quelque chose quand même ou même Non, pas? c'était juste OK. un review qu'il mettait là, sur l'affiche ou dans 5 la étoiles, bande-annonce, 5 étoiles. masterpiece. Genre, Ouais. tu sais. Et Sony avait été poursuivi par des cinéphiles. Là, C'est comme la protection du consommateur. genre, ouais, quasiment. parce que c'est une fausse représentation. Puis ils avaient payé une amende, je pense, de 5 millions quand même. à l'époque. Aïe, aïe. Ouais, c'est ça. Mais c'est un C'est peu fou. absurde de faire ça. Je veux dire, Des fois, on dit si t'as rien à dire, dis rien, mais c'est un peu ça. Là. Malheureusement, si t'as pas de bonnes quotes puis de 5 étoiles sur ton film, ben, ça va pas Ben, changer tu sais. des 4 en 5, fait juste pas mettre Ouais. d'étoiles, puis ça va être ça. Là, tu sais. Alors, fait que voilà, toute cette polémique-là entourant Quand t'es Megalopolis. rendu à comme, je sais pas, là, mettre de l'avant des 3 étoiles parce qu'il a dit que le jeu d'acteur est incroyable, mais il a mis 3 étoiles, c'est comme, ouais, là, c'est fait un peu pitié, là, tu sais. En tout Ouais. En tout cas, parlons des sorties de la semaine Oui, et oui, du oui, premier film qui, lui,
mériterait, je pense, d'avoir plusieurs étoiles. Beaucoup d'étoiles. Il y avait un gros buzz depuis sa sortie qui s'est étalonné sur plusieurs semaines. On va en reparler. Donc, de Sing Sing de Greg Quadar. Oui, on suit avec... c'est Dolman Domingo Coleman ou Coleman? J'oublie toujours quel est son prénom, quel est son famille. C'est Coleman Domingo. Coleman Domingo. Qui joue un détenu dans une unité carcérale, je ne sais plus comment il appelle, là, mais ceux que c'est des crimes violents puis ces affaires-là, là, pas mal le plus extrême, là, pas juste des contraventions non payées. Non. Puis il mène un peu une troupe de théâtre, puis on comprend qu'à chaque 6 mois à peu près, il monte une nouvelle pièce entre détenus, entre ceux qui sont intéressés. Là, c'est comme du parascolaire, mais de prison, du paraprison. Puis il y a comme une aide externe aussi qui vient là, un metteur en scène qui travaille avec eux. Puis, fait que là, on finit la présentation d'une pièce, puis on est en train d'en bâtir comme une suivante. Fait que va s'insérer des nouvelles faces, des nouveaux joueurs, si on veut, avec eux. Ça va créer peut-être certaines tensions. Puis, au travers de ça, on voit un peu leur vie en prison, puis comment ce programme-là les aide vraiment à changer. À changer, puis aussi à supporter la vie en prison, mais oui, à retrouver une certaine humanité là-dedans, tu sais. Parce que, parenthèse, ben, tu es en prison parce que tu as commis un crime, mais la prison à vie, même ça, c'est 25 ans. Fait qu'à un moment donné, tu vas toujours être relâché, là, ou presque, là, moi, 3 fois prison à vie ou je sais pas quoi, là, mais tu vas être relâché. Fait que ça prend comme une forme de réinsertion, puis ben, c'est un peu trash, mais de reconditionnement et tout. Fait que si tout est juste punitif, ben, ça marche pas non plus, tu sais. Fait que tout ça amène dans les grandes théories de genre la prison puis comment ça devrait fonctionner et tout. Fait que bref, ils sont là-dedans, ça va amener certaines tensions, mais c'est ça, le film. T'sais. C'est un film sur eux, ils vont monter. Parce qu'il y a quelques années, il y avait eu un film français où c'était du monde qui montait une pièce, puis là, il essayait de s'évader, puis ces affaires-là. C'est genre. ce que je me rappelais qu'il y avait déjà. Ouais, c'était un truc français, c'était Cadmeral, je pense, qui faisait justement. Lui, on suivait plus, c'était du point de vue de l'organisateur, là, un peu, là, je sais pas comment on appelle ça, l'espèce de père aidant qui vient de l'extérieur, puis qui leur montre à faire du théâtre, puis blablabla, puis finalement, ils sont tellement bons, il faut aller faire des shows à l'extérieur, puis là, les gars, ils se sauvaient, là, puis c'était une histoire vraie. Là, c'est pas ça. Là. Ils vont, leur show se passe en prison. Là. Ils vont pas aller à Broadway. Puis, fait que... Le public, c'est les prisonniers. Oui, tout à fait. Le monde carcéral. Là, puis en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à part 2-3 acteurs, les autres, c'est des vrais prisonniers qui sont en prison. Puis c'est des ex-détenus. Des ex-détenus, c'est ça. Qui ont participé au programme, par contre. C'est ça, il nomme là, KTA, quelque chose comme ça. Puis PSA, je me souviens plus. Là. PSA, c'est du rating de cartes. Là, je sais plus. Mais... Reform Theater, quelque chose. RTA, ouais, je c'est pense, ça. Se peut, RTA, Reform Theater Association. Programme RTP, peut-être. Puis, bref, fait qu'au travers, il y a aussi la vie de certains qui sont rendus à leur... j'oublie tous mes termes de carcéraux, là, mais à essayer de leur audition pour pouvoir sortir. Là, genre, c'est ça. Là, comme, bon, parole en anglais. Ouais, c'est ça. Genre, ça fait 10 ans que t'es là. Pourquoi tu penses qu'on devrait te libérer sur parole, cheminer, qu'est-ce qui se passe avec toi? Blablabla. Puis, c'est ça. Fait que c'est un film comme super humain qui essaie pas nécessairement de nous dire la prison c'est mal ou la prison c'est tout ce qu'il faut. C'est plus comme ça montre une réalité puis de dire que c'est quand même des êtres humains, là, finalement, malgré les crimes qu'ils ont fait. Puis c'est pas un film qui s'acharne trop non plus à genre qu'est-ce que t'as fait, qui t'a tué, puis lui c'est qui, puis... Non, on vient pas dans le misérabilisme. Là. C'est ouais, tout à fait. Fait que, je le repasse. Écoute, oui, c'est comme je disais, d'entrée de jeu, ça fait déjà, je pense, 6, 7, 8 semaines qui est en sortie très limitée aux États-Unis. Il a ouvert quasiment 2 semaines à 4 écrans aux États-Unis. Là, mais déjà... C'est un slow burn. Là. Oui, vraiment. On voulait créer le momentum, mais les critiques étaient vraiment dithyrambiques. Puis, évidemment, la bande-annonce était quand même intrigante. Fait que... j'étais vraiment curieux de voir ce film-là et je n'ai pas été déçu. Là. Je pense que je peux déjà faire 2 prédictions. Oui. Je pense qu'il va être en nomination Oscar meilleur film et Oscar meilleur acteur pour Coleman Domingo. Je pense. Oui, parce qu'on va aller aussi dans le meilleur scénario, peut-être. Assurément. Bien que c'est pas un scénario original comme tel, parce qu'en fait, c'est inspiré d'un article du magazine Esquire. Scénario adapté. Catégorie scénario adapté. Peut-être même montage. Ça pourrait être chose aussi, c'est quand même très, très fluide, très dynamique. Oui. C'est intéressant. Fait que bref, je pense qu'il va y avoir quelques nominations aux Oscars. Puis, ce que j'ai aimé aussi, c'est évidemment, tu l'as mentionné, c'est l'approche, le ton. On est quasi dans le documentaire. C'est très intime. Puis ça, c'est dû parce qu'on a
tourné aussi en 16 mm. Ouais, puis c'est ça, 16 mm, Fait puis que c'est carré. carré. Beaucoup des faces des gens, pas C'est de décor. 16 mm, ça fait que t'as pas de profondeur de champ, fait que justement, tout est centré sur le comédien. Le sur premier sur- plan. Puis, ouais. Premier plan, fait que ça rajoute encore plus d'intimité entre nous et ce qu'on voit à l'écran. Fait que non, bravo, c'est un film très solide. Je pense qu'il mérite d'être vu si vous aimez ce genre-là, évidemment. Ouais, parce que c'est ça, c'est vraiment important de comprendre que l'enjeu n'est pas sur la pièce qu'ils vont monter, puis on va voir la pièce, puis on est donc bien content qu'il ait réussi à se souvenir de ses lignes, puis faire sa petite cascade. C'est pas ça, c'est vraiment juste... L'importance du programme sur eux, Ouais, vraiment, c'est ça, l'impact que ça a dans leur petit quotidien. Comme Ouais, puis tu sais, lui, à un moment donné, vu qu'il est un peu le king du théâtre, parce que tu comprends qu'il était un romancier, je pense, avant, Ouais, fait qu'il écrit beaucoup, fait que des fois, il disait, peux-tu écrire une pièce, peux-tu blablabla. Ben, à un moment donné, on dirait que son rôle va être un peu mis de côté par l'arrivée d'un nouveau membre et tout. Fait que ça fait des remises en question sur s'il te reste une seule chose que t'aimes puis qu'on te l'enlève ou qu'on tu perds un peu ton importance. Comme quelqu'un qui serait, je sais pas, super bon. Il a une job qu'il aime pas trop, puis il est célibataire, puis il s'ennuie, puis ça va pas bien, mais il est super bon au hockey amateur. Mais là, à un moment donné, il arrive un new guy où il se blesse ou de quoi, t'es comme là, finalement, ma vie, je prends conscience que c'était pas ça. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Tu sais. Et ce qui est intéressant, c'est que Sing Sing est quand même une des plus dures prisons aux États-Unis. Il a été longtemps, ça a été le successeur d'Alcatraz. Quand ils ont fermé Alcatraz, beaucoup de prisonniers, justement, de cas plus lourds avaient été transférés à Sing Sing. C'est où, hein? C'est dans l'État de New York, pas très loin de Manhattan. Times Square. Ça, oui, c'est ça. On est à 15 minutes de Uber. Donc, je pense que c'est la rivière Hudson, fait qu'un peu plus au nord. Fait que, mais bien que les prises extérieures sont de Sing Sing, tous les scènes intérieures, évidemment, on n'a pas tourné là. Fait que ça a été dans des prisons, des anciennes prisons qui sont fermées aujourd'hui. Mais ils ont quand même fourni de l'aide psychologique. Donc, il y avait des psys sur place, justement, pour ces anciens détenus qui jouaient dans le film. Qui retournent dans ces situations un peu traumatisantes et tout ça. Fait que je trouvais que c'est une belle attention de l'équipe de production, quand même. Fait que, vraiment un film de grande qualité. Oui. Très humain. C'est ça. Ouais. Avec Sing Sing, ne ratez pas ça. Coleman avait été nommé l'an dernier. C'est ça. C'est pour ça que... Écoute, jusqu'à date, je pense que c'est lui qui est en pole position. Ouais. Il avait joué... il n'y a pas de nomination pour ça, je pense, mais il était bon aussi dans Color Purple. Il était là-dedans aussi. Il faisait un pas fin. Ouais, lui, c'était pour le film Rustin. Je suis allé voir, j'avais pris ça en note que j'ai pas vu. Ouais, c'est un biopic dans l'histoire afro-américaine aux États-Unis, là, parallèlement. C'est comme une histoire moins connue, parallèle à Martin Luther King et tout. Fait que c'est une production Netflix. Fait que ça est arrivé sans tambour ni trompette, là. Allons-y avec un autre film sur l'humain. Mais dans un autre ton. En fait, on est beaucoup un peu sur le pardon. Cette semaine, beaucoup de films qui sont sur la thématique du pardon. Donc, à babouiner, le grand retour d'André Forcier, qui est, écoute, quasiment notre Scorsese à nous, rendu 80, pas moins d'ampleur, mais en termes d'âge et de métier, de feuille de route quand même. Son 17e film, et qui il revisite une partie de l'histoire ici. C'est pas les guerres napoléoniennes, c'est la Grande Noirceur et la Révolution tranquille, dans le fond, les débuts de la Révolution tranquille. Comme les derniers films de Forcier, une rasade de comédiens, de belles faces, de gens qui veulent tous travailler avec lui, même si c'est une journée et demie de tournage. Personnage principal, ça va être... Là, c'est des enfants qu'on va suivre. Fait que le jeune Michel Paquette, qui est joué par Rémi Brideau, que lui, je pense, c'est son premier truc, en tout cas, premier cinéma, à moins que je me trompe. Mais aussi Éric Bruno, Rémi Girard, Martin Dubreuil, Gaston Lepage, Mylène Macaire, Réal Bossé, Donald Pilon, En veux-tu, en v'là. Il y en a plein. Beaucoup des hommes quand même, parce qu'il va y avoir beaucoup de... personnalité religieuse. On est en 1957 dans le faubourg Amelas de Montréal.
Puis le petit Michel Paquette, de 12 ans, il est atteint de la polio. Fait que tout ça donne très vieux. Puis il travaille comme apprenti typographe chez son ami, le vieil éditeur qui est joué par justement Gaston Lepage. Puis leur dernière publication, un pamphlet pro-laïcité, donc contre la religion catholique, donc sortons de la religion, va déchaîner les foudres du clergé, qui va menacer du coup l'apparition d'un autre ouvrage qui devait être publié, qui s'appelle Ababouiné, puis qui était un genre de dictionnaire, mais consacré aux mots rares, perdus, oubliés, qui est écrit par le personnage de Martin Dubreuil, qui est le titulaire à l'école. Fait que là, c'est comme, OK, le prof à l'école, il est un petit peu anti-religion et tout. Fait que ça va tout brasser tranquillement, le genre... Il est en train d'avoir une jeunesse qui est contre la religion, mais la religion a besoin de s'imposer et de contrôler. Puis tu as aussi des plus vieux qui sont encore dans cette mentalité-là. Fait que ça donne un genre de grand conte où il va émerger tranquillement la Révolution tranquille, mais il y a un peu des trucs de fable là-dedans. Il y a un personnage que je me souviens plus comment il s'appelle, mais c'est l'ado un peu plus fort, puis il y a des mains de loup. Là. Il y a littéralement des pattes de loup. Il y a de quoi aussi avec... le cœur du frère André, ça, Saint-André, qui permet d'avoir des miracles, ben là, on le voit littéralement, son cœur, puis à un moment donné, il va se faire voler, puis ça va être utilisé là-dedans. Fait qu'il y a une notion un petit peu... Il y a toujours un côté onirique à ces films. Ouais, c'est ça. Puis j'allais dire pour les plus contemporains, Saint-Élie de Caxton, là, Fred Pellerin, un peu à tout ça, tu sais. Je vais être honnête, par contre, c'est le premier film d'André Forcier que je vois, tu sais. Fait que je le sais que c'est un grand cinéaste du Québec qui en a fait des films sur à peu près 4 décennies, même 5 décennies pratiquement, mais je peux pas le comparer aux autres, puis je peux pas faire croire que je ne vis que pour lui ou quoi que ce soit. Ça me donne envie d'en écouter plusieurs autres, quelques-uns des classiques. Je suis pas sûr que je vais écouter les 16 autres, par contre. Là, à un moment donné, il faut être réaliste dans la vie, puis j'aurai pas le temps. Mais voilà, fait que, ça nous présente plein de personnages excentriques. Éric Bruno est excellent là-dedans. Je pense qu'il est un vicaire, là, mais en tout cas un personnage ecclésiastique qui, on se gêne pas pour rappeler les côtés sombres des religieux qui sont beaucoup en contact avec les enfants. Avec un rôle anti-casting un peu pour lui. Ouais, c'est ça, parce que d'habitude, il y a la belle gueule. Ben, il n'est pas toujours le héros, là, parce qu'il y a des séries dramatiques à télé où il est pas toujours... il y a des failles, disons. Mm-hmm. Mais là, ouais, il est comme... c'est le méchant un peu de service. Rémi Girard est comme genre cardinal ou une affaire de même. Là, je ne sais pas très loin que les grades d'église, fait qu'il est au-dessus de lui. Ça me fait rire parce que aussi, je trouve ça très sympathique, la tournée promotionnelle du film, André Forcier s'est promené, il a donné des entrevues, puis il était flanqué de Rémi Girard puis Donald Pilon. Fait que c'était comme les trois routiers qui ont fait la tournée promo ensemble, alors que des fois on amène les plus jeunes puis les faces plus contemporaines, mais c'est comme mais c'est des monuments dans le fond, là, ceux-là. T'sais. Puis c'est drôle, on n'a pas rencontré l'équipe pour le film, mais il y a pas si longtemps, là, on avait parlé à Rémi Girard pour... Oui. Tu te souviendras de moi. On n'avait pas parlé pour Testament, mais je sais qu'il avait fait la tournée. C'est Denis Arcand ne faisait pas la tournée, mais Rémi Girard la faisait avec Marie-Mé. Fait que j'aurais cru que quelqu'un comme lui qui n'a plus rien à prouver puis qui a les rôles qu'il veut, puis etc., tu te ferais comme hey, là, le média, là, je m'en snap puis passe à autre chose. Mais je pense qu'il aime quand même ça parce qu'il fait tout. Puis même j'étais là, peut-être que le podcast ça ne tentera pas. Puis il était super volontiers à tout ça et tout. Fait que j'imagine que Donald Pilon est tout aussi sympathique et tout. Là. Fait que c'est vraiment tant mieux. Fait que je pense que ça va être un bon succès à Babouiné. Moi, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose un peu à la Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles. Là. Pas le même genre de film, mais même genre peut-être de public puis de succès que malheureusement, Dis-moi pourquoi est pas mal sur sa fin de run. Là. Je sais plus s'il y a encore des écrans qui le jouent en fin de semaine, mais il a fait 800 000, je pense, à peu près. Fait peut-être même 900, là, je ouais, pense, c'est ça. Mais bon, il n'aura pas le million, là, parce que là, il doit rester... S'il joue encore, il doit rester sûrement le beau bien, puis c'est peut-être tout, là. Fait que voilà, fait que c'est ça. Bref, je pense que le personnage d'Éric Bruno va être peut-être dans les annales de l'histoire comme un des vilains contemporains, là, si on veut, là, très haïssable là-dedans. Surtout qu'il
Oui, il est le beau gosse, là, puis je sais qu'il aime pas ça, ben, quand tout le temps est associé à ça, mais il peut avoir un visage sévère oui, aussi. Oui, quand même, oui. Puis j'étais en train d'écouter La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, la série de Xavier Dolan, puis il est là-dedans aussi. Puis c'est vrai que, tu sais, on dirait que quand il y a une barbe, il y a une moustache, puis les choses, ça va, mais quand il est complètement rasé, il y a un bon menton franc, là, puis ça peut... Il y a les cheveux tout slick back, là, lichés par en arrière dans ce film-là, puis non, je pense que... Puis un regard assez intense aussi, quand même, il faut le souligner. Fait que, ben, moi, la raison pourquoi je n'en parle pas, j'ai pas eu la chance de le voir. Mais je pense que le buzz qu'on entend, c'est que c'est un des très très bons de Forcier. Donc, voilà, c'est ça. Les gens se gênent pas pour. Moi, comme je les ai pas vus, j'ose pas dire, là, mais voilà. Alors, allons complètement ailleurs cette fois-ci avec Blink Twice de Zoe Kravitz. Oui, la comédienne qui scénarise et qui passe derrière la caméra. Ouais, Souriez, tout va bien au Québec, avec aussi une rasade de face, mais beaucoup qu'il y en a qu'on n'a pas vu depuis un certain temps quand même, ou qu'on voit moins souvent. Naomi Aki a le rôle principal, Channing Tatum aussi, mais on replace Simon Rex, Christian Slater, Haley Joel Osment, aussi le kid de Néo Suivant et Le Sixième Sens. Gina Davis, Kyle MacLachlan, lui on le voit souvent maintenant dans des troisièmes rôles. Adria Arona aussi, que je note, qui était dans Hitman récemment et dans l'excellent Morbius. On va suivre, c'est ça, deux amies qui travaillent comme hôtesses là, dans des banquets, ce genre d'affaires-là, des affaires de service, là, c'est ça, de traiteurs de luxe, qui vont un soir servir pendant le genre une levée de fonds, une affaire de même de la compagnie de Slater King, le personnage de Channing Tatum. Et on comprend qu'il s'était retiré un peu de la sphère sociale pour des choses qu'il avait faites. Puis là, il est un peu de retour parce qu'il a changé et il s'excuse. Sauf qu'elle a quand même une fascination pour lui. C'est un bel homme. C'est Channing Tatum quand même. Mm-hmm. Fait qu'un bel homme riche. C'est ça. Pas trop de moves de danse de sa part dans ce film. Mais c'est ça. Fait que il va comme un peu flirter. Puis au bout de la soirée, il va dire « Hey, je retourne sur mon île déserte, parce que cette heure, sur son île privée, avec mes amis, voulez-vous venir? Ce serait vraiment cool, c'est comme des vacances, puis on a juste du bon temps. » Fait que là, les deux filles vont y aller. Et au fil du temps, à force de se lever tard, de faire le party, passer la journée à la piscine, manger un bon repas, puis recommencer, commencer à trouver ça un peu buzzant. Puis éventuellement, une des deux va disparaître, puis l'autre va comme être un peu la seule à se souvenir qu'elle était là, et ça va commencer à la faire flipper. Ouais, la faire flipper grave, et c'est-à-dire, il se trame quelque chose de louche sur cette île. Fin du synopsis. C'est vraiment un film qui vaut mieux pas trop en savoir, on va rien spoiler, on va vous laisser le découvrir. Ouais. Mais tu sais, comme je dis des fois, on donne jamais de cote ici, mais on a vraiment, vraiment aimé ça les deux, agréablement surpris. C'est hautement bien réalisé, mise en scène, joué. Moi, j'avais peur là, des petits comparatifs, c'est pas au niveau de l'histoire du punch, mais j'avais peur que ce soit un genre de menu, là, que comme, oui, il y avait des twists, mais qu'au final, c'est un film qu'on a globalement oublié. Mais je pense qu'on est un petit peu plus dans le Get Out, puis un autre comparatif que j'aime bien, c'est The Invitation, mais pas l'horrible film de vampire d'il y a 2 ans, mais celui de 2015 de Karyn Kusama. Que ça aussi, si vous savez pas c'est quoi, je vous en parlerai pas plus, mais c'est quelqu'un qui se fait inviter dans un souper par son ex-femme, et on comprend qu'ils ont un passé un peu tragique, puis c'est pour ça qu'ils sont séparés, ils se sont jamais remis d'une certaine fatalité. Puis là, toute la soirée est vraiment très étrange jusqu'à temps que shit hit the fan, comme on dit. It's the fan. Fait que, bref, si vous aimez, mettons, vous allez voir Blink Twice, vous aimez ça. Quoique, tu sais, Blink Twice est plus coloré, plus chaud dans sa mise en scène, là, mais sinon, The Invitation, un film de 2015 qui avait passé sous le radar. Bref, qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, mes échos rejoignent les tiennes. Écoute, j'étais content quand les premières critiques, les premières impressions sont sorties. On parlait vraiment d'un très bon film et que Zoe Kravitz avait un réel talent de réalisatrice, et je confirme. Je trouve au niveau visuel, esthétique, même narratif, au niveau du montage, c'est très dynamique. Il y a des choses intéressantes. Les comédiennes sont tous très, très bonnes. J'avais un petit plaisir à revoir Christian Slater, même si je joue toujours Christian Slater, mais... Écoute, la dernière fois que j'ai vu dans un film au cinéma, ça doit être dans les années 90. Vous en refaites une coupe, oui, il n'est plus lead. Là, non, c'est ça. Fait que j'ai vraiment un très bon plaisir, et jusqu'à que vers la fin, là,
tranquillement les pièces du casse-tête se mettent en place. J'avais vraiment aucune idée vers où ça s'en allait. Fait que je trouvais que le mystère est bien amené. Fait que oui, allez, je recommande chaudement là, si vous aimez des films différents puis à message. Puis la comparaison est bonne avec Get Out parce qu'il y a vraiment quand même un commentaire social aussi, connaissant quand même Zoe Kravitz qui est très militante dans la vie. Fait que je reconnaissais sa voix dans le scénario qui est très féministe et tout ça. Fait que je trouve qu'elle a... c'est très annonciateur, je pense, d'une deuxième carrière. Exact, c'est ça. Ce qui est drôle, c'est que c'est un film qui invite beaucoup à la discussion, mais là, on le fera pas parce que dès qu'on le compare avec d'autres films plus récents qui avaient peut-être plus des thèmes similaires, ben, ça va un petit peu gâcher l'effet surprise. Là. Mais moi, j'ai appris avec ce film-là que Channing Tatum et Zoe Kravitz, c'était un couple. Ben, je ne savais pas depuis genre 2020-2021. Ben, je pense depuis... Je suis allé lire un peu les grandes lignes, je pense depuis qu'elle lui a présenté le projet, parce que c'est en 2021, dans ces années-là, que fait ça qu'ils l'ont devait pas développé en tant que couple, comme... Moi, je pense que c'est ça. Je pense que ça a été le point de départ de leur rencontre, puis en cours de route, ils ont développé une idylle. Une chimie. Ouais, et Zoe Kravitz, pour ceux qui la replacent pas, ben, c'est quand même la Catwoman dans le Batman avec Edward Cullen. De Batman. Et surtout... Ben, elle avait fait quand même participer à différents films qui avaient eu certains succès, mais c'est surtout la série télé de Jean-Marc Vallée, Big Little Lies, qui l'avait fait connaître aussi, qui était vraiment excellente là-dedans. Ben, puis c'est la fille de Lenny Kravitz, le légendaire musicien froqué de cuir. Puis c'est le genre de personnalité que je suis comme, elle est là depuis toujours, tu sais, depuis genre 10 ans, elle est là, mais je ne sais pas dans quoi je l'ai vue, à part genre de Batman. Puis j'avais regardé sa filmographie avec une collègue de travail, puis j'étais comme, ah ouais, plein d'affaires, mais comme, ah ouais, ce film-là, puis plein de films indie. C'est ça. C'est ça. Mais en tout cas, elle n'a pas volé sa place à la réalisation. Tu sais. Non. Surtout que c'est une idée qui vient d'elle. Est-ce que c'est co-scénarisé avec d'autres mondes? Oui, avec une scénariste qui doit être une amie, quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Puis il y a un petit peu de gore quand même dans ce film-là. À un moment donné, justement, ça tourne au vinaigre, bref. Restons justement dans le surprenant. J'allais dire aussi beaucoup de la carabine de Chekhov dans ce film-là. Hein. Vu que ça marche beaucoup par... comme dit, de montage, puis des flashs, puis des choses comme ça, puis le jeu avec aussi les flashs de caméra, parce que c'est pour ça, souvent ces films-là, tu dis, ben là, pourquoi t'appelles pas quelqu'un? Ben, c'est bien fait, ils ont comme pas le droit à leur cellulaire sur l'île, fait que t'as pas de ressources. Mais, fait que, on abuse quand même beaucoup de tous ces petits objets qu'on voit partout vont resservir ou vont avoir une signification, et etc. Fait que, non, c'est un très bon puzzle, c'est ça, et pas... comme peut-être vous avez compris, là, pas comédie comme un Knives Out. Là. On est vraiment dans le drame et la violence. Mais on peut dire qu'esthétiquement, on se rapproche quand même de Menu. Je trouvais que c'est un beau film. Ouais, c'est un beau film contemporain, là, je trouve, dans sa mise en... Il y a quand même la bouffe qui a un rôle. En tout cas, c'est assez présent. On nous montre des bons plats, tout ça. Fait que c'est quand même intéressant à ce niveau-là. C'est life of the party, comme on dit. Puis ça, si vous allez voir le film, après, vous pouvez chercher un peu sur Wiki. Le film a eu longtemps un autre titre qu'on va pas nommer parce que je trouve que ça fait du sens, mais ça spoil comme le tu sais. Mais c'est plus audacieux aussi, là, comme ça me rappelle quand tu sais, le livre avec j'ai oublié le nom, là. Pas le livre. Le film que c'était un auteur qui vendait, c'était sorti American Fiction? Oui, American Fiction, puis que son livre l'appelait genre fuck you, fuck, c'est juste fuck. Puis là, tout le monde était comme, mais on peut pas m'amener. C'est comme, ok, on le fait, c'est full intense. Mais tu sais, le titre avait un peu quelque chose de même, de genre, peut-être que on a backé off en disant, ah non, c'est trop grivois comme titre, mais aussi, je pense que ça révèle trop. Ce que j'ai lu, c'est que les gens du marketing ont eu peur un peu parce que. Je pense qu'ils avaient peur que certains cinémas ne présentent pas le film, ne mettent pas les affiches. Ah, ben aussi, à cette heure, toute ta mise en marché se fait par les réseaux sociaux. Fait que si tu prends des mots que tu peux pas réécrire sans être banni ou filtré par les médias sociaux et des choses comme ça, ben là, parce que c'est un mot vulgaire. T'es fucked. Restons dans la surprise aussi, parce qu'après Blink Twice, je pense que c'est comme un petit film qui est venu d'un peu de nulle part, mais qui avait un bon buzz. Strange Darling de J.T. Molnar. Ouais, ce film-là qui a la capacité de nous présenter plein de monde qu'on sait pas c'est qui.
jusqu'à temps qu'on vous nomme une personne que vous savez c'est qui dans un rôle que vous ne soupçonneriez pas. Effectivement. On est en Oregon, dans un film d'horreur ici. En Oregon, la rencontre d'un soir, un one night, entre un homme et une femme va se transformer en étrange combat acharné entre tueurs en série et victimes. Le film est présenté en 6 chapitres, ce que des fois certains détestent en trouvant que c'est prétentieux. Et le film va mélanger les chapitres, c'est qu'on va dire, OK, là tu fais ton néo-Tarantino, mais non, parce que c'est très utile pour, un peu comme on vient de faire avec Blink Twice, mais pour mélanger un peu les cartes, et peut-être que tout n'est pas ce que l'on pense. C'est très belle surprise parce que c'est un film qu'on savait pas c'était quoi. Au début, je me demandais si c'était un film canadien ou une affaire de même. Non, c'est américain. Très film indépendant. Les deux, la comédienne Willa Fitzgerald puis le comédien Kyle Gallner, que vous dites Who Dat? Kyle Gallner, en regardant sa filmo, jouait dans plein d'affaires, mais je pourrais pas te le pointer dans une foule, là, mais il fait souvent sûrement des troisièmes rôles puis des choses comme ça. Mais les deux sont excellents là-dedans. Lui aussi... Écoute, aujourd'hui, c'est des films qu'on n'en dit pas trop, mais qu'on vous incite à y aller. Ce que je dis, énorme ambiance sonore, je trouve. Ambiance anxiogène autant quand c'est filmé en 35 mm ici. Fait qu'on a de tout. Hein? On a des belles caméras quasiment IMAX et tout, colorées. On a eu du 16 mm, là, on a du 35 mm. Et qui opère la caméra? C'est Giovanni Ribisi. Ben oui. Fait que le comédien très connu pour le frère de Phoebe dans Friends. Mais non, pour le grand patron d'Avatar. Oui, c'est ça, exact. Mais en tout cas, puis il se tient souvent avec les autres Bostoniens puis les frères Affleck aussi, des fois. Bref, c'est lui qui est producteur et il est directeur de la photographie, du film. Fait que c'est il fait un très bon job, vous vous souvenez, parce que vraiment, le film est très beau. Oui, absolument. Puis, tu sais, donc, d'utiliser le 35 et tout, on a un style granulaire, mais il fait beaucoup de gros plans sur les voitures, sur les faces, sur des blessures, sur des choses comme ça. Le traitement sonore est comme très fort, littéralement, puis très utilisé un peu, sans être autant exagéré, mais l'utilisation des fameux points de Hans Zimmer à la Dunkirk, puis des affaires comme ça, là. Mais... c'est ça, fait que oui, ça nous laisse vraiment au bout de notre siège. Puis après, on retombe à une scène de dialogue entre le gars et la fille qu'on comprend qu'il se passe avant que tout aille pas bien. Tout éclairé au néon parce qu'ils sont dans un petit motel cheap. Puis là, tu retournes à l'agent de l'attention. Puis une maison, j'espère que je vais pouvoir trouver refuge là. Puis des affaires comme ça. Fait que ça dure comme 95 minutes, 1h35. Très, très efficace. Très bon film. D'horreur qui joue un peu avec ses codes de tueur en série. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui me résonne un peu à la Chambre Rouge. Les Chambres Rouges, c'est-à-dire, on n'est pas du tout dans un procès, des affaires de même, mais comme... s'amuser avec les fameux tueurs en série, puis là, il y en a tombé des podcasts, puis des docu-séries, puis du fanfiction, puis des affaires autour de ça, puis on dirait de prendre ce sujet-là, mais avec un angle un peu différent. Puis, une très belle surprise. Strange Darling, mais qui n'a pas de version française, seulement en version originale anglaise. Donc, écoute, il joue à Québec au Clap, puis il joue à Montréal au cinéma du Parc, mais je sais pas si la maison du cinéma le joue à Sherbrooke, je sais pas s'il va ailleurs, mais sinon, je sais pas, suivez-le pour une deuxième vie plus tard. Oui, c'est ça vraiment à retenir. Moi, dès le départ, j'ai été happé avec cette poursuite-là en voiture, dans une petite route de campagne qui rappelle un peu le duel de Spielberg. Déjà là, ça met le ton, ça met l'ambiance. Puis justement, j'étais un peu sceptique là, avec cette idée-là de raconter dans le désordre un peu l'histoire. Là. Fait que tu sais, j'étais un peu méfiant, là, peut-être après une demi-heure, mais donnez-vous la chance. Là, si au début vous n'êtes pas trop certain, là, ça vaut vraiment la peine parce que le récit prend des tournures insoupçonnées, puis c'est habilement fait. Là. Ouais, tu me le rappelles, moi aussi. Je me souviens de la première fois qu'on commence chapitre 6, mettons. Puis là, on retourne au 1, puis là, on va au 100. Puis là, il y en a un que j'étais comme, à quoi ça sert cette affaire-là? Ça sert à rien. Puis là, finalement, ça redevient vraiment utile parce que il y a comme un moment où je pensais qu'il y aurait 80 lieux puis que ça serait une grande poursuite partout, mais finalement, tu comprends que ça se tient dans 2-3 lieux. Fait que c'est pour ça qu'on a mis plus de temps à un certain endroit. C'est tout pour ça. Autre sortie, quand on parlait de se réinventer. Attends, excuse-moi, fun fact moi. Oui,
parce que le réalisateur que je ne connaissais pas, il a juste fait un autre film avant, il y a Angels, un Outlaws, un western. Ouais, qui a l'air un peu cheapette. Ouais, en tout cas, Hey, écoute, peut-être que c'est un bijou, hein, je sais pas. Surprenant. Il y a quand même un deuxième travail qui est assez original. OK. Parce qu'entre faire des films comme ça... Es-tu monteur pour de la porn? Là, genre? Non. Écoute, il y a une entreprise familiale à Las Vegas que ses parents ont montée dans les années 90. Ils tiennent des maisons hantées pour l'automne. Fait que c'est 3 maisons mobiles, puis lui, il prend 3 mois off à l'automne pour aller gérer ça avec sa famille. OK. Fait que tu peux visiter. Puis ça a l'air très intense, là. T'as une des maisons mobiles, c'est comme 18 ans et plus, là. Pour adultes avertis. Fait que c'est c'est The Freakling Brothers. Fait que qui est la maison. C'est pour ça qu'il est peut-être à l'aise avec du faux sang puis des affaires de même, là. C'est pas un film de mort-vivant puis de trucs comme ça. Là. Non. Mais fait que je trouve ça quand même assez original comme mais train c'est ça de vie, qui doit être bisouneux pour construire des décors puis faire des affaires de même puis tant mieux. Mais c'est ça, c'est un film qui transpire le cinéma indépendant, mais d'une bonne façon. Oui. Il aurait très bien pu être chez A24, mais on est allé ailleurs, puis c'est bien correct. Là. Puis je pense que ça lui donne un edge de plus. La seule affaire, c'est est-ce que vous savez que ça existe? T'sais, je sais pas si Horreur Québec fait une review du film aussi. Ça serait leur genre, j'espère. Oui. Ça donnerait un petit peu de visibilité à ce film-là qui mérite d'être aimé. Oui. Assurément, ils vont sûrement parler du prochain film, par contre. Oui, j'ai vu leur critique. Ah oui, OK. Oui. The Crow de Rupert Sanders, qui débarque enfin sur les écrans. On en reparlera, mais c'est un film qui a été longtemps en gestation. Oui, écoute, puis la plupart connaissent The Crow pour le film de 1994. Oui. C'est drôle, on parlait de Pulp Fiction et de Tarantino qui mélangent les choses, la même année. Non, ou Pulp Fiction, c'est 93. C'est 94. Fait que The Crow de Rupert Sanders, puis Rupert Sanders a fait Snow White and the Huntsman et l'adaptation de Ghost in the Shell, qu'on parlait aux États-Unis, qui était un peu mal aimé. Snow White, c'est quand même sympathique. J'avais trouvé ça pas pire. Ça met en scène Bill Skarsgård, F.K.A. Twigs, qui est une chanteuse britannique pop, et Danny Huston. Et ici, le film m'aura appris une chose, c'est que j'ai toujours dit Danny Hudson. J'étais sûr que c'était T.S., mais c'est Huston. Qui fait souvent des méchants Houston, de ce type-là. Non, Houston, il y a un O. Ouais c'est ça. Huston. Huston. C'est ça qui fait des méchants... détestable. Ouais, détestable, c'est ça. Face à fessée dedans. J'ai vu dans quelques films faire genre, mettons, un agent d'artiste ou des choses comme ça, là, mais c'est rare qu'il y ait un lead dans une romance. Là. On n'a pas vu ça. Il faut que tu connaisses ton casting. Fait que The Crow, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un couple très amoureux qui vont être sauvagement assassinés. Fait que ça va donner à l'homme, à Eric, la chance de revenir d'entre les morts pour se venger des meurtriers puis lui donner une espèce de pouvoir d'invincibilité. Ça vient avant même le film de 94, qui est célèbre pour sa mise en scène, son esthétisme gothique et d'avoir fait beaucoup avec peu de moyens. Ouais. On parle d'un budget de 10 millions à l'époque. C'est ça. Et surtout d'avoir mis en scène Brandon Lee et qui est tragiquement décédé pendant le tournage avec un accident d'arme à feu. Fait que c'est ce qui fait que le film est mythique puis comme qui a connu un grand succès. Encore aujourd'hui, est-ce que tout le monde réécoute The Crow et tout? T'sais, malheureusement pas. Je pense que c'est un peu comme James Dean. C'est comme il fait partie de l'histoire, mais on le suit plus tant que ça parce qu'il est mort puis il a fait comme 4 films. Fait que, je sais pas pour Brandon Lee, mais il doit pas en avoir fait une rasade non plus. Qui est le fils de Bruce Lee. Oui. Et c'est ce qui rendait la nouvelle encore plus tragique, tant que les deux sont décédés très très jeunes. T'sais. Ouais, ok, c'est ça. Avant même qu'ils explosent leur carrière. Fait que, bref, on est retourné un peu à l'histoire de la bande dessinée. Puis ici, avec The Crow, le corbeau, on a voulu ajouter de la chair autour de l'os, si on veut. Puis passer plus de temps à montrer la romance entre ces deux personnes-là. Dans le premier film, on était comme dans un monde un peu dystopique, un futur trash où les gardes-gang prenaient le contrôle puis on voulait protéger un bâtiment, des choses comme ça. Là, on n'est pas là-dedans pantoute. On a un cellulaire avec une vidéo compromettante qu'on cache. Les deux vont se rencontrer en désintox, vont s'enfuir ensemble, vivre l'amour passionnel pendant une couple de jours jusqu'à temps que on les retrouve, c'est la fille qui a des problèmes avec son cellulaire, si on peut dire, des problèmes avec son cell, puis que se retrouve, puis là, il se fait assassiner, fait qu'il va vouloir venger, mais en vengeant, il va finir par apprendre cette fameuse vérité, puis qu'est-ce qu'elle cachait, et qu'est-ce qui s'est passé avec Danny Huston, le gars weird riche.
Tout ça dans un film qui prend son temps, mais qui finit par ajouter énormément de gore. Là. Il en a pour notre argent. Là. Il y a une fameuse scène de katana avec, dans un opéra, là, dans les halls d'un opéra, où il y a bien du démembrement qui peut sonner un peu comme Kill Bill, justement. Ouais, c'est ça. Fait que... ce que je pensais qu'il serait un peu plus un film de papa, de juste comme on pète des gueules, puis Bill Skarsgård, on lui fait des faux tatous, puis un six-pack, mais on prend son temps à créer beaucoup de choses autour, à essayer de ramener cette espèce d'énergie gothique-là, mais qui ici flirte beaucoup avec le emo, en fait, tout simplement. Là. On aurait pu y aller all-in, puis tu vas reparler un peu de la production, mais tu sais, si le film était sorti, mettons, en 2008, là, ça a arrêté du My Chemical Romance puis ces affaires-là, je pense, la musique, puis on serait allé là-dessus. Là, on retourne avec du Joy Division puis des affaires de même pour être comme... c'est comme du néo-gothique. Là. Peut-être le fait aussi qu'une bonne partie est tournée en République tchèque, fait qu'on dirait que dans les bâtisses, ils vivent souvent dans des lofts désaffectés et des choses comme ça, mais l'architecture est très Europe centrale / de l'Est et tout. T'sais. Bon, je te passe le micro un peu, je te passe le corbeau. Ben, d'accord. Alors, tu l'as mentionné que c'était inspiré d'une bande dessinée. Ben, en fait, oui, de James O'Barr, qui était sorti en 1989. Le crew original est quand même celui qui est le plus près de la bande dessinée. Sachez pour les fans, si jamais, de Crow et de la bande dessinée aussi, ici, on va complètement ailleurs. On garde la prémisse et le nom des personnages, mais on n'est plus du tout dans l'esprit de la bande dessinée originale, qui avait été créée, James O'Barr, à suite au décès tragique de sa femme qui avait été tuée par un chauffeur ivre. Okay. Et c'était comme pour lui une façon d'exorciser cette mort-là et tout ça, donc de pouvoir se venger finalement contre la personne responsable de la mort de sa femme. C'est quand même un peu tragique aussi. On sait que en fait, c'est le 5e film de la franchise. On a tenté, je savais pas ça. Quand même. Je savais qu'il y avait eu un 2, mais je pensais pas qu'il y avait 3, 4, 5. The Crow City of Angels, qui met en vedette Vincent Perez. C'était son premier breakthrough à Hollywood parce qu'il avait eu d'un grand succès à l'international avec ses films français. Là. La Reine Margot, entre autres, puis Indochine et tout ça. Fait que bref, c'était comme ça. Sa tentative hollywoodienne qui avait été plus ou moins bien recueillie, plus célèbre à pire c'était. Là. Je pense que le 4e, c'était un direct-to-vidéo à l'époque. Mais depuis 2008, on tentait de repartir la franchise. Fait que ça ne date pas d'hier. J'ai quand même noté quelques noms qui avaient été confirmés, qui devaient incarner Eric Draven. Il y avait-tu Channing Tatum? Il y avait Channing Tatum, mais des choix surprenants quand même. Même qu'au début, on voulait vraiment adapter pratiquement la bande dessinée, case pour case. Puis ça a évolué au fil des années. Et pourquoi ça a été si long, c'est qu'il y a eu toutes sortes de problèmes de droits entre sociétés de production, entre distributeurs, finalement un réalisateur, un comédien qui allait ailleurs, puis ça prenait trop de temps. Fait qu'on devait retourner à la table de dessin. Mais bref, qui aurait pu incarner The Crow à un certain moment donné, Bradley Cooper. OK. Luke Evans. Ça, j'aurais pu le voir. Et Jason Momoa, qui était le plus récent. Ouais, il est un peu trop beef. Je pense que ça aurait... je pense pas que ça... je pense pas que ça aurait fonctionné, lui. Mais Luke Evans, je pense que ça aurait pas être pas pire quand même. Finalement, on s'est rabattu sur Bill Skarsgård, autrement Pennywise, c'est le nom c'est ça, de vos historiens. Puis je suis pas sûr, honnêtement. Moi, j'ai un petit bif avec le film. Je pense que pour embarquer dans ce genre de film-là, ça prend comme un comédien qui est peut-être un peu plus empathique. Tu sais, pourquoi qu'on embarque dans John Wick? C'est parce qu'on aime Keanu Reeves. On est prêt à embarquer. Fait que là, ici, puis je pense que c'est ce que Brandon Lee avait. Il était très charismatique comme comédien, sympathique. Puis je pense que on aurait pu faire autrement. Aurait eu ça, peut-être. Ouais, peut-être. Assurément plus empathique. Est-ce qu'il y aurait eu le physique de l'emploi? Je ne sais pas. Mais bref, c'est ça. Fait que je suis un peu moins convaincu de ce choix-là. Mais esthétiquement, justement, on est dans cette lignée très John Wick, dans le style d'action, là, justement, dans cet univers-là, sous la pluie. Des combats, c'est la nuit tout le temps. Ouais, c'est ça. Puis on est moins dans le style d'Alex Proyas, là, qui avait fait un peu école avec The Crow, un montage très clip de vidéo là, qui était très en vogue là, à ce moment-là. Ouais, beaucoup de rouge aussi dans l'original. Puis je pense qu'il n'y a aucun rouge. Flashback, puis tout ça. Fait que bref, esthétiquement, on est vraiment ailleurs de l'original. Fait que pour ceux qui sont amateurs du genre, ben voilà.
pour The Crow. Je pense qu'on a un petit dernier. Oui, un dernier mot sur le tableau volé de Pascal Bonitzer, qui peut-être un peu à l'instar de André Forcier, Bonitzer qui a 78 ans, je crois. Fait que c'est pas un premier film. Hein. On va suivre le personnage d'Alex Lutz, qui est peut-être un nom qui vous dit rien, mais c'est un Français bien établi. Moi, je l'avais découvert surtout dans le deuxième OSS 117. Mais c'est lui qui vivait dans le Gros Pipi. C'est un très jeu de mots, un très bon jeu de mots. Ils vivent dans des Gros Pipi. Parce que, en tout cas, bref, vous écouterez OSS pour apprécier ce savant jeu de mots. Fait que lui, il appelle ça un commissaire-priseur. C'est comme un spécialiste des œuvres d'art et qui va se faire appeler par genre une famille ouvrière qui viennent d'hériter de la maison, genre d'une grande-tante ou quelque chose de même. Puis il y a un tableau qui est là, puis ça vaut-tu quelque chose, cette affaire-là? Puis c'est vraiment un tableau de Egon Schiele qui a été volé avec la Deuxième Guerre mondiale, quand les nazis sont arrivés en France, puis qui ont tout tassé, puis qui prenaient les œuvres d'art, puis qui renvoyaient ça à gauche puis à droite, ou qui mettaient qui les enfermaient, etc. Fait que là, l'enjeu va être un peu de dire, est-ce qu'on revend dans le fond, on revend cette pièce-là, mais c'est des tableaux volés. Fait que là, ça faut que tu ailles voir avec la famille d'origine, tu reviennes, eux sont d'accord pour vendre. Fait qu'il y a tout ce côté de découvrir un métier puis un monde qu'on ignore, celui des enchères, des encans, de l'art, de la contrefaçon. Mais rapidement, le tableau est un vrai, là, fait que c'est pas ça l'enjeu. Après ça, ça m'a fait... Écoute, c'est une drôle de phrase. Ça me fait penser à un film qu'on a déjà vu, mais je me souviens plus lequel. C'est-à-dire, quand justement tu présentes un métier comme ça, tu peux rester 100% dans le métier puis ton histoire avec ça, ou aller vers tes personnages puis c'est quoi leur vie à côté de ça. T'sais, d'ailleurs, le personnage d'Alex Lutz a besoin d'aide de la meilleure personne qu'il connaît, puis c'est son ex-femme jouée par Léa Drucker, qu'on ne se tanne pas de voir au cinéma ces temps-ci. Puis il y a aussi une stagiaire avec lui, jouée par Louise Chevillotte, qui était dans Un silence récemment. Puis elle est comme plus berserk. Elle se retrouve là, mais elle aime comme moins ce job-là. Puis elle est plus en froid avec le personnage de Lutz, puis des affaires de même, qui lui est très... Tu peux pas vendre des tableaux à genre 12 millions d'euros, puis t'habiller avec des Air Jordan, même si ça a du look, là, fait qu'il est très bien sapé, il a son appart de luxe, il boit des scotch, puis etc. Il conduit je sais plus quel char, là, une BM, une Mercedes, une affaire de même. T'sais. Il est stylé, comme les gens Ouais, disent. voilà, puis il faut que t'aies de l'argent pour montrer qu'il y a de l'argent, et etc. Puis lui, il travaille pour une grande firme, fait qu'il répond aux ordres d'en haut, etc. Fait que ça, c'est le pari que le film fait, c'est d'avoir de partir à gauche puis à droite. C'est comme si le tableau est au centre de la toile d'araignée, puis on s'en va un petit peu partout sur la vie de toutes ces personnes-là, la vie du petit travailleur d'usine qui trouve ce tableau-là, mais que ça devient quasiment une malédiction pour lui, parce que si t'es dans un bled perdu puis que t'apprends que t'as un tableau qui vaut 10 millions, un peu tout le monde... La convoitise. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que c'est pas un film qui se transforme en film de cambriolage ou quoi que ce soit, là, tu sais. Justement, on court pas tant que ça après le tableau, mais c'est de voir un peu les aléas au travers de tout ça, tu sais. Puis ça a été inspiré de la réelle réapparition en 2004 de ce fameux tableau des tournesols de Egon Schiele. Fait que si j'ai bien compris, il a juste pris librement un peu l'histoire qui s'est passée, puis ajouté des affaires, puis de la chair autour de là sur la vie des personnages et tout, t'sais. Fait que c'est un peu comme si chaque trame qu'on voit pourrait être la principale et la seule, mais il choisit qu'on touche un peu toutes de ces affaires-là. À un moment donné, t'es rendu sur le père biologique versus le père adoptif de la stagiaire. Là. Fait que là, on est dans des problèmes personnels. Fait que, comme tu disais un peu pour The Crow, si vous aimez ce genre-là d'espèce de film social au travers des encans de tableaux, parce que il y a quand même aussi des enjeux par rapport à ça. Il y a une gimmick, le tableau il est dessus en sécurité quand on le laisse là-bas, des choses comme ça. Fait que voilà, dans cet ordre d'idée, le tableau volé de Pascal Bonitzer. Fait qu'on a encore fait un très solide épisode puis écoute, on a même omis de parler d'André Rieu de Power of Love. Ah ouais, ben ça j'ai pas vu, mais si vous aimez le bon vieux Rieu, je pense qu'à tous les mois d'août, il y a parce qu'il vient de Maastricht, puis là, il retourne là. Finalement, tu vois, je vais en parler. Il retourne là, puis il fait un concert qu'il filme. Fait que c'est comme un peu pour son anniversaire ou quelque chose comme ça. Fait qu'à tous les mois d'août, il y en a un. Là, cette fois-ci, il s'appelle The Power of Love. Ça dure 3 heures. Fait qu'il chante du Huey Lewis and the News. Il joue du Huey Lewis. Peut-être, avec 8 chanteuses et 2 castrats. Je sais pas. Puis lui qui est tout animé avec son violon. Mais
tout un athlète, André Rieu, hein, parce que lui aussi, il ne rajeunit pas, je sais pas son âge, puis je connais par la bande du monde qui font du travail sonore pour lui, là, qui font la sonorisation à ses spectacles, puis ils le suivent en tournée, puis c'est des méchants arénas là, qui montent là, des shows de 30 000 personnes, des concerts classico-pop, là, un peu, là, tu sais, fait que... Non, c'est très impressionnant, fait que j'ai pas de doute que... l'événement va trouver son public. Je sais pas si c'est le public qui nous écoute, mais sinon, amenez vos mères puis vos grands-mères. Fait que voilà, la semaine prochaine, semaine beaucoup plus tranquille. Fait que là, on devrait être retourné sous la barre des heures, de 1 heure pour faire le balado. Tony en famille, entre autres, qui met en vedette Camille Cotin. Puis film d'horreur Afraid avec John Cho. C'est un Blue Mouse, sais-tu? Je pense que coprod Blue Mouse. Fait que est-ce que ça va avoir un petit effet Megan ou si ça va être la boîte, Imaginary, je sais pas. Ouais, c'est ça, genre qu'on avait malheureusement pas couvert parce que j'étais en congé de paternité. Fait que bref, écoutez-nous quand même, on va être divertissant. Puis il va peut-être avoir d'autres petites surprises qu'on ignore nous-mêmes, des petites pépites qui vont arriver. Comme d'hab, pour nous contacter, écrivez-nous au balado@commercial-monciné.ca et procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Et le nouveau magazine s'en vient là, pour septembre. Fait que arrachez-vous là, les dernières éditions de celui avec... Ricardo! Oui, c'est vrai, Ricardo Troggi, c'est le top, ben oui. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Mais sur ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, puis si jamais vous êtes invité là, à une île paradisiaque par un milliardaire, aussi bien passer votre tour.